On va faire une conférence sur la machine Enigma, donc Enigma analyse de Turing à nos jours. Donc on va parler du coup de la machine Enigma, de son histoire et de toutes les techniques, donc les principales techniques de cryptanalyse qui existent dessus. Donc je tiens énormément à remercier nos deux sponsors, donc l'ARCSI, qui est l'association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information, qui nous ont amené pour la présentation une machine Enigma type R, dont on verra plus tard comment ça fonctionne à l'intérieur. Et aussi, du coup, CryptoHack, qui nous a gentiment fourni des stickers que je pourrais vous distribuer à la fin. Je tiens aussi à remercier OMG. Et donc, pour me présenter rapidement, mon pseudo c'est Kira. Je suis en deuxième année à l'école de l'ESNA et je fais partie de l'équipe de CTF Medusac. Donc, parlons de la machine Enigma. Donc, quand on veut créer une machine de chiffrement, donc là on était dans les années 1900, quelles sont les contraintes que l'on a? Donc en fait, on va avoir deux prérequis. Le premier, donc pour ça je vais vous parler du chiffrement de César. Donc c'est un chiffrement dans lequel chacune des lettres est décalée de 1. Donc le A va devenir le B, le E va devenir le F, ainsi de suite. Et pour déchiffrer, du coup, la clé, on va l'inverser. Donc si on avait B et que la clé, du coup, c'était 1, on va avoir un A. Si la clé, c'était 2 et qu'on avait un C, en déchiffrant, on va obtenir aussi un A. Donc en fait, le principal problème de ce système de chiffrement, c'est que même si on ne connaît pas la clé, il n'y a que 26 possibilités. Du coup, en fait, on peut chercher toutes les possibilités et voir laquelle est bonne. Donc, en première contrainte, il doit être impossible de tester toutes les possibilités. Il doit y en avoir tellement que cela ne doit pas être envisageable. En deuxième contrainte, je vais parler d'un autre système de chiffrement qui s'appelle le chiffrement par substitution monoalphabétique. Et donc en fait, c'est un chiffrement où chacune des lettres de notre texte en clair va être remplacée par une autre lettre chiffrée. Donc là, le A va être remplacé par le J, le B par le K, le C par le P, et donc ainsi de suite. Et là, donc en termes de nombre de possibilités, donc on en a 26 factoriels puisque la première lettre peut être répartie avec n'importe quelle autre lettre qui reste, et ainsi de suite. Donc en fait, on a 4 fois 10 puissance 26 possibilités. Donc notre première contrainte est respectée, où il est impossible de tester toutes les possibilités. Mais est-ce que c'est suffisant? Eh bien non, puisque dans ce type de chiffrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la langue française, anglaise et peu importe les langues, la répartition des lettres n'est pas égale. Là, je vous ai donné par exemple la répartition des lettres en anglais. Donc on peut voir que le E est beaucoup plus présent que par exemple le J, qui est très peu présent. Et donc, pour casser ce genre de chiffrement, si on a un texte qui est suffisamment long, on a des attaques statistiques qui viennent rentrer en jeu, où la lettre la plus présente, on la remplace par le E, la deuxième lettre, on la remplace par un T, la troisième lettre par un A, et en fait, en répétant ce processus-là, on va avoir un texte qui est quasiment déchiffré à la fin, on peut avoir des petits ajustements, et ainsi de suite. Donc en fait, du coup, comme seconde contrainte, il faut qu'il ne soit pas possible de faire un lien entre une lettre et sa probabilité. Alors maintenant, on va parler de la machine Enigma et d'abord de son créateur qui est Arthur Scherbius. Donc vous pouvez voir là. Donc Arthur Scherbius, il a commencé à travailler sur la machine Enigma en 1918 et il a commencé à travailler d'abord sur des systèmes avec des rotors. Et en 1923, il sort la première machine Enigma en ayant racheté un brevet qui date de 1919. Donc en 1923, la première machine Enigma est commercialisée. En 1933, là, on a la première faille qui est découverte où des Polonais arrivent à casser la machine Enigma en utilisant du coup euh, des les Allemands avaient une procédure où ils allaient mettre des lettres deux fois au tout début de leur message, et en fait, ça impliquait du coup une faille dans laquelle ils pouvaient du coup retrouver le texte. Mais du coup, en 1939, quand la Seconde Guerre mondiale commence, les Allemands ont retiré cette procédure là, et du coup, ce qui fait que il n'était plus possible d'utiliser l'attaque des Polonais. Et Alan Turing s'est basé sur leurs travaux, et en juillet 1942, il a réussi du coup à casser la machine Enigma. Alors là, du coup, je vais faire une petite démo pour présenter sur la machine. Hop.
Donc là, tu me dis quand on voit bien. Alors, hop. Donc là, en fait, sur le haut, on va pouvoir soulever le capot. Et c'est là, en fait, où on a la possibilité de régler la position des 3 rotors sur cette machine-là. Hop. Tac. Je vais la refermer. Et je vais montrer comment ça marche à l'intérieur. Hop. Tac. Alors. Juste là, on va avoir donc, le keyboard. C'est là où en fait on va appuyer pour que la lettre puisse être chiffrée. Donc de cette manière-là. Là en fait, c'est un modèle à 3 rotors. Donc on a les 3 rotors qui sont ici. Nous avons le réflecteur qui est ici. Ici, normalement, nous pouvons avoir une batterie. Et juste devant, nous avons le plugboard. Donc, je vais montrer plus précisément les rotors. Hop. Hop. Alors, c'est celui-ci. Hop là. Tac. Et donc, comme on peut le voir ici, il y a 26 numéros qui correspondent aux positions de départ. Juste là. Quoi ? Tac. Tu montres. Donc nous avons 26 positions ici. Nous avons ici la roue crantée qui permet d'initialiser sa position de départ. Et donc en fait, ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'il y a 26 pins qui sont répartis et un courant électrique va arriver par un pin et va ressortir de l'autre côté par un autre pin. Et donc en fait, à l'intérieur, il y a plein de différents câbles qui vont changer la lettre qui va arriver. Donc, par exemple, si on a A, ça peut sortir en F. Chacun de ces combinaisons sont standardisées. Juste ici, ce qu'on peut voir, c'est que nous avons une encoche, et c'est cette encoche-là qui permet au rotor de tourner. Donc en fait, ce qu'on peut voir ici, tu peux montrer là, c'est que quand on appuie sur une lettre, le mécanisme va venir pousser les rotors, et si le rotor est dans son encoche, celui-ci va tourner, sachant que le rotor qui est à droite tourne à chaque tour. Donc le rotor, il peut avoir 26 positions de départ, et il est aussi possible du coup de changer la position de l'encoche. Donc ce qui fait que pour un rotor, il y a 26 fois 26 positions initiales. Hop, je vais les remettre. Hop. Tiens, Slinky, tu peux te rapprocher. Juste ici, hop, nous allons pouvoir voir le réflecteur. Donc le principe du réflecteur, c'est qu'un courant va arriver, il va y avoir, c'est bon, tu vois, il va y avoir une permutation et le courant va ressortir du coup sur un autre pin. Et donc juste devant, nous avons ce qu'on appelle le plugboard. Donc c'est un panneau dans lequel il est possible de permuter des lettres en les branchant. Donc généralement il y avait 10 câbles et on avait 10 permutations qui rentraient en jeu. Hop. Donc du coup, hop, je vais remettre. Tac. Hop. Et du coup, je vais refermer. Tac. Oups. Donc, je vais rappeler les différentes composantes de la machine Enigma. Donc, nous avons le clavier. Une lampe va s'allumer quand une lettre va être chiffrée. Donc, ça va nous indiquer le résultat. À savoir que la machine Enigma a quand on va appuyer plusieurs fois sur la même lettre, le premier rotor va tourner et des fois, du coup, les autres rotors aussi vont tourner. Ce qui fait que la permutation va changer à chaque fois. Donc nous avons le réflecteur, les différents rotors. Donc là, c'est une vue à rayon X à l'intérieur d'un rotor. Donc on peut bien voir les différents petits câbles qui sont en train de réaliser la permutation à l'intérieur. Donc là, voilà le fameux mécanisme donc, qui permet de changer la position de l'encoche. Et nous avons le plugboard. Donc clavier, rotor, réflecteur et plugboard. Et les lampes de sortie. Alors, quelques caractéristiques
caractéristiques du système de chiffrement Enigma. La fonction pour chiffrer est exactement la même pour déchiffrer. Donc en fait, si vous prenez un texte en clair, que vous le chiffrez, et que vous remettez la machine Enigma dans cette position initiale, le texte chiffré, si vous le repassez, vous obtiendrez le texte en clair. Et alors une autre particularité, c'est qu'une lettre ne peut jamais être chiffrée par elle-même avec une machine Enigma. Et ça, en fait, c'est une raison où, à la base, les Allemands pensaient que si une lettre pouvait être chiffrée par elle-même, ça allait poser des problèmes au niveau de la sécurité. Sauf qu'au final, ça a été l'une des vulnérabilités qui a été exploitée par Alan Turing. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe exactement pour le chiffrement. Donc, supposons que j'appuie sur la touche A du clavier. Je vais d'abord passer par le plugboard. Donc là, une permutation va être faite et je vais me retrouver avec la lettre F. Ensuite, je vais passer dans le premier rotor, qui est le rotor le plus à droite. Donc là, je vais avoir M par exemple. Je vais passer dans le second rotor, une autre permutation va être faite et je vais avoir la lettre Z. Je vais passer à nouveau dans le troisième rotor, ma lettre va à nouveau changer. Ensuite, j'arrive dans le réflecteur, le signal va être renvoyé. Et ensuite, il va passer dans les trois rotors, mais dans l'autre sens. Donc d'abord dans le rotor 3 dans l'autre sens, le rotor 2 dans l'autre sens, le rotor 1 dans l'autre sens. Et si ma lettre est à nouveau branchée sur le plugboard, la permutation va être réalisée. En termes de possibilités, donc si on prend une machine avec 5 rotors et 10 câbles, pour les rotors, pour le premier, on a 5 possibilités. Comme ce rotor-là est retiré, pour le second rotor, il ne m'en reste que 4. Et pour le dernier, il ne m'en reste que 3. Pour les positions initiales, chacun des rotors peut avoir 26 positions différentes, correspondant aux lettres de l'alphabet. Et ensuite, donc, le notch, donc, la fameuse encoche, il y a 26 positions possibles à chaque fois, ce qui nous fait un total d'environ 18 milliards de possibilités. Pour les câbles, c'est là en fait où vraiment le nombre va exploser. Donc si on va calculer le nombre de possibilités qu'il y a, au total du coup on a 26 lettres, donc 26 factorielles possibilités, qui vont être divisées par 6 factorielles. Alors 6 factorielles, ça vient du fait que comme on a 10 câbles, 20 lettres vont être permutées et 6 vont rester telles quelles. Donc on peut diviser par 6 factorielles. Ensuite on divise par 10 factorielles, et la raison c'est que si je fais un branchement et que j'en fais un autre, eh bien, si je branche le second d'abord et le premier ensuite, ça va revenir au même. Et enfin, brancher A sur B revient au même que de brancher B sur A. Donc pour chacune des pour chacun des câbles branchés, en fait, on peut diviser par 2. Et là, donc, on arrive à nouveau à un nombre qui est très très grand. Et donc, le total des possibilités, ça revient à multiplier les deux. Donc nous arrivons à un 3 suivi de 24 zéros derrière, donc le nombre de possibilités explose. Donc si on revient à nos contraintes initiales, il y a énormément de possibilités, donc il est impossible de toutes les tester, de même d'envisager de faire une recherche exhaustive. Et le lien entre une lettre et sa probabilité n'est pas présent parce que quand on appuie, les rotors vont tourner, donc la combinaison, les différentes permutations vont changer à chaque fois. Donc jusque-là, c'est bon. Ça, c'est pour vous montrer, donc c'est ce qui était utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, les deux opérateurs qui voulaient communiquer avec Enigma, chacun d'entre eux, ils devaient avoir les mêmes paramètres pour pouvoir communiquer. Donc ils avaient une feuille qui ressemblait à ça, donc ils en recevaient une par mois. Et pour la petite histoire, elle était imprimée d'une manière très spéciale où en fait, il suffisait de la faire tomber dans de l'eau pour que celle-ci soit détruite et que les informations ne puissent pas arriver aux mains des alliés. Donc ici, on peut avoir du coup les différents rotors qui vont être utilisés, les positions de départ des rotors et ici le branchement du plugboard. Quelques petits faits intéressants par rapport à la machine Enigma. La première machine Enigma qui a été créée pesait 50 kg et avait la dimension d'une caisse enregistreuse, donc pas pratique pour le déplacer. Il y a eu un moment une machine Enigma, donc c'est le modèle H, où il y avait 8 rotors, et vous pouviez inscrire une feuille de papier, et quand vous tapiez, c'était
le texte chiffré était automatiquement imprimé. Et concernant du coup la Seconde Guerre mondiale, on estime que le fait d'avoir réussi à casser la machine Enigma nous a fait gagner 2 ans sur la guerre et a permis de sauver 14 millions de vies. Sachant que c'est une estimation basse, certaines estimations estiment plutôt 21 millions. On pense souvent que la machine Enigma était la seule machine à rotor qui a été utilisée, mais en réalité, il y a eu 2 autres machines qui ont été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la machine Purple et la machine Sigaba. Donc Purple qui a été utilisée principalement par les Japonais et la machine Sigaba par les Américains. Et à ce jour, seule la machine Sigaba n'a pas réussi à être cassée, là où la machine Enigma et la machine Purple, quant à elles, ont été cassées. Donc la première attaque, ça va être sur les travaux d'Alan Turing. Donc c'est ce qu'on appelle une partial known plain text attack. Ça veut dire que pour que cette attaque fonctionne, on doit connaître une partie du texte en clair. Donc dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, c'était soit un bulletin météo qui était placé souvent vers le début du texte, ou alors, je sais pas comment, 4 lettres suivies de 6 ou 7 derrière que je ne peux pas prononcer ici. Donc ce qui est en prérequis, c'est une partie du texte en clair. Et l'idée générale, c'est de rejeter 99% des configurations. Donc la première étape, ça va être de trouver l'emplacement du texte en clair par rapport au texte chiffré. Donc là, on va utiliser le fait qu'une lettre ne peut pas être chiffrée par elle-même. Donc là, par exemple, je sais que le positionnement n'est pas bon, puisque le S se retrouve en face du S, entre mon texte en clair et mon texte chiffré, donc ce n'est pas la bonne position. Je vais décaler de 1, et là je remarque que le V donne le V sur l'une de mes lettres, donc ce n'est toujours pas possible. Et à la fin, j'arrive à une position dans laquelle aucune lettre n'est chiffrée par elle-même. Donc je peux supposer que c'est bon. Donc du coup, je retire la partie du début du texte. J'ai mon lien entre mon texte en clair et mon texte chiffré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer un graphe en fait, qui va représenter les contraintes entre mon texte en clair et mon texte chiffré. Donc, je sais que R donne W. Donc, quand il y aura eu une rotation de rotor, le R va donner le W. Quand il y aura eu 2 rotations de rotor, le W va donner le E. Et en fait, si on propage ça, on va obtenir ce graphe-là, où ça va représenter du coup les contraintes de notre texte. Donc nous, on va juste s'intéresser à une partie pour illustrer comment fonctionne l'attaque. On va émettre une hypothèse sur quels sont les rotors et quelles sont leurs positions. Donc là, par exemple, je vais dire GHI. Une fois qu'on a assumé cette position pour les rotors, on va émettre à nouveau une hypothèse et on va assumer un branchement au niveau du plugboard. Donc là, par exemple, je vais émettre l'hypothèse que ma lettre E est branchée à ma lettre K sur mon plugboard. Donc je fais ce graphe-là. Donc je sais que du coup, quand je vais chiffrer ma lettre E, elle va être branchée à K. Et comme je connais mes rotors et la position de mes rotors, je peux trouver du coup la lettre qui ressort et en déterminer le branchement de ma lettre d'après, donc que A est connecté à L. Je réitère le même processus, le même procédé, jusqu'à arriver du coup à la conclusion que B est connecté à I. Donc je produis, donc C est connecté à T. Et donc en fait, en propageant ces hypothèses-là, en propageant du coup ce raisonnement-là par rapport à mon hypothèse de départ, je vais à un moment du coup arriver à la fin de ma boucle et revenir au début, et je vais arriver à la conclusion que ma lettre E est connectée à ma lettre P. Cependant, ça contredit mon hypothèse de départ que E était branché à K. Donc grâce à un raisonnement où j'émets une hypothèse et j'arrive à la conclusion que c'est impossible, ça veut dire que mon hypothèse de départ était fausse. Donc E n'est pas branché à K. Et donc, je peux continuer ce processus-là. Donc, est-ce que E branché à P est possible? Non. Est-ce que E qui n'est pas branché au plugboard est possible? Non. Et du coup, si aucune des positions n'est valide, je sais que du coup, cette position des rotors n'est pas bonne. Et dans les possibilités qui restent, on peut du coup continuer à les analyser à la main, puisque le nombre est réduit, et regarder du coup ce qu'il reste.
Donc là, je vais présenter la seconde attaque, qui est une attaque un peu plus moderne. C'est une attaque qui n'utilise que le texte chiffré. Pour qu'elle fonctionne, comme on va utiliser principalement des maths et des stats, il va nous falloir un texte chiffré suffisamment long pour limiter l'impact des variations statistiques. Oups là. Donc l'idée, c'est d'utiliser les stats pour trouver la configuration. Alors, je vais devoir vous présenter un outil mathématique qui s'appelle l'indice de coïncidence. Et l'indice de coïncidence sur un texte, ça permet de déterminer quelle est la probabilité que si je prends deux lettres au hasard, ce soit exactement les mêmes. Donc par exemple, dans mon premier cas, toutes les lettres sont différentes. Donc si j'en prends une et que j'en prends une autre de manière aléatoire, eh bien j'ai zéro chance d'avoir exactement la même lettre. Par contre, si j'ai un texte où j'ai tout le temps la même lettre, eh bien là, peu importe lesquels deux je choisis, je vais avoir 100% de réussite, donc l'indice de coïncidence va valoir 1. Mais si j'ai un texte dans lequel il y a plein de lettres différentes, là ça devient un peu plus compliqué à calculer. Alors on va faire une petite analogie pour comprendre comment calculer ça. Donc on va supposer que j'ai un chapeau et que j'ai des boules de différentes couleurs. Donc je suppose que j'ai 8 boules blanches, 9 boules rouges et 6 boules violettes. Et donc je mets ces boules dans mon chapeau et je cherche à calculer la probabilité que quand je tire deux boules du chapeau, ce soit deux boules de même couleur. Donc pour cela, en fait, il y a trois possibilités. Soit je vais tirer deux boules violettes, soit je vais tirer deux boules qui sont rouges, soit je vais tirer deux boules qui sont blanches. Donc du coup, on va calculer d'abord la probabilité qu'on tire deux boules violettes. Donc au début, dans mon chapeau, je vais 6 boules violettes sur 23 boules au total, donc j'ai une probabilité de 6 sur 23 de tirer une boule violette. Maintenant, comme c'est un tirage sans remise, la boule violette n'est pas remise dans le chapeau, il reste 5 boules violettes et il ne reste plus que 23 boules dans mon chapeau. Je réitère le même procédé pour les boules blanches, donc j'ai 8 boules au départ sur 23 au total dans mon chapeau, et j'ai 7 boules blanches sur 22. Et pour les boules rouges, pareil, donc 9 chances sur 23, puis comme la boule rouge a été retirée, 8 sur 22. Et du coup, ma probabilité finale de tirer deux boules de même couleur, c'est de tirer deux boules violettes, plus la probabilité de tirer deux boules blanches, plus la probabilité de tirer deux boules rouges. Et donc en fait, en faisant l'addition, j'arrive à une probabilité de 0,31, donc 31% de tirer deux boules de même couleur. Et donc si on revient à notre texte de départ dans l'idée générale, donc en fait c'est pour chacune des lettres, on multiplie le nombre d'occurrences de cette lettre fois le nombre d'occurrences de cette lettre moins 1, et on divise le tout par la taille du texte fois la taille du texte moins 1. Et ensuite on fait la somme pour obtenir la probabilité finale. Donc pour ceux que ça intéresse, voici la formule que j'ai tirée de Wikipédia sur l'indice de coïncidence. Alors pourquoi cette formule est aussi intéressante? C'est bien, eh bien parce que si jamais j'inverse le nombre de boules violettes avec le nombre de boules rouges, eh bien la valeur de l'indice de coïncidence ne change pas, ce qui veut dire que l'indice de coïncidence résiste aux permutations de lettres. Et donc quelques petites indications par rapport à l'indice de coïncidence. Si mon texte est totalement aléatoire, eh bien, si je prends une lettre puis une autre, la deuxième a une chance sur 26 de ressembler à la première. Donc j'ai 0,038 comme valeur de l'indice de coïncidence. Pour l'anglais, on a 0,066 et pour le français, on monte encore un peu plus. Alors, comment l'attaque va se configurer maintenant? Si j'ai aucun des paramètres sur ma machine qui ne sont bons, mon texte chiffré, je vais avoir des lettres qui vont être pseudo-aléatoires entre guillemets, et donc mon indice de coïncidence va être aux alentours des 0,033. Si j'ai les bons paramètres, pour un texte en français, l'indice de coïncidence va monter et va se rapprocher d'un texte en français, donc 0,077.
Mais ce qui est intéressant, c'est que si certains des paramètres sont bons, et bien en fait dans ce cas-là, l'indice de coïncidence, il va avoir tendance à monter. Et il va se retrouver en fait un petit peu au milieu. Et en fait, c'est ça qu'on va exploiter, c'est plutôt que de s'attaquer au problème en entier, c'est on va chercher d'abord certains paramètres, puis d'autres, et ainsi de suite. Donc pour ça, je vais illustrer cette attaque avec le CTF de la 404 qui avait un tchal du coup sur la machine Enigma. Et donc, nous avons comme information que la machine Enigma est une machine Enigma M3 et nous avons un texte chiffré. Le texte chiffré fait à peu près 3100 lettres, donc il est suffisamment long pour pouvoir utiliser ce genre d'attaque. Alors, la première étape, c'est de chercher quels sont les rotors et quelle sont la position initiale des rotors. Donc voilà un graphe de l'indice de coïncidence où il y a la somme du coup de toutes les valeurs de l'indice de coïncidence. Et là, quelque chose que vous pouvez remarquer, c'est que l'ensemble des valeurs sont aux alentours de la valeur moyenne, qui est donc 0,038, et aucune d'entre elles n'a monté. Donc comme si en fait on n'avait absolument fait aucun progrès. Donc sur le coup, je ne comprends pas trop ce qui se passe, je ne vois pas en fait où j'ai fait une erreur. Et en fait, je me renseigne sur le modèle M3, et pendant une certaine partie de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le réflecteur qui a changé, qui, en passant du B, est allé à un autre réflecteur qui est le réflecteur C. Donc dans mon programme, je modifie pour utiliser le réflecteur C au lieu du réflecteur B. Et là, dans ce cas-là, j'obtiens bien une valeur qui est beaucoup plus proche d'un texte en français ou en anglais, mais en tout cas qui est beaucoup plus haute et qui n'est pas due au hasard. Donc là, en fait, en faisant tous les tests, on voit bien qu'il y a une valeur vraiment qui sort du lot. Et si on regarde le résultat, on peut se rendre compte que le texte commence à avoir une tête d'un texte, soit un petit peu français, mais en tout cas qui ressemble beaucoup plus à un texte écrit par un humain que le texte de départ. La deuxième étape, ça va être de chercher la position de ces petites encoches qui déterminent quand est-ce que les rotors vont tourner. Donc là, on réapplique la même procédure, puisque là, nous avons 26 possibilités pour le premier rotor, 26 pour le deuxième, 26 pour le troisième. Et là, du coup, on prend la plus haute valeur donc, qui donne un indice de coïncidence de 0,071, donc beaucoup plus haut. Et là, du coup, on commence vraiment à avoir un texte qui ressemble à du français. Donc, du coup, nous savons quels sont les rotors qui sont utilisés, quel est le réflecteur, et la position des rotors, ainsi que la position de leurs encoches. Et il nous reste juste la dernière étape qui va être du coup de casser le plugboard. Donc là, en fait, on a juste à prendre le texte et on se rend compte que le premier bout, UVGENT, ça ressemble au mot urgent. Donc on ajoute la permutation que V est branché sur la lettre R. Ensuite, nous avons NDUS, on peut se dire que c'est le mot nous, donc on en déduit la permutation que D est branché sur O. AGBVION, on peut supposer que c'est Agiron, sachant que le V a été permuté avec le R. Donc on obtient B est branché à I. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec un texte totalement déchiffré, où on a réussi à casser le chiffrement. Alors, petite astuce au niveau des CTF, ne pas utiliser la machine Enigma de décode et d'utiliser celle de CyberChef à la place. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai essayé de développer moi-même une machine Enigma et d'avoir un code en C pour le faire, je me suis basé sur la plateforme de décode et en fait, en rentrant certains paramètres, elle me donne un texte chiffré donc qui commence par ZPJJ. Mais quand je compare avec décode et mon code du coup que j'ai réussi à faire à la fin, en fait on a un message chiffré qui commence par OPGND. Et en fait ça vient du fait que décode ne prend pas bien en compte la position des encoches et peut donner des résultats qui sont faux. Donc j'ai terminé et je vous remercie de m'avoir écouté.
qu'il y a des questions? J'entends pas. Bonjour. C'est une Enigma R. Donc voilà, il y a eu plusieurs modèles, mais celle-ci c'est une R. Euh... Je saurais pas te répondre avec certitude. Je dirais oui, mais ce sera plus long. Mais j'aurais tendance à dire oui, mais enfin, je peux pas te le garantir. Excuse-moi, je t'entends. Non, ça je sais pas, mais je sais que en tout cas, aujourd'hui, elle a pas été cassée. Ça, c'est le seul truc que je peux te dire de manière sûre, mais sinon, Une question? ouais. Oui, mais je suis pas assez compétent sur le sujet pour répondre précisément. Oui. Ah, ok. Donc la question c'était est-ce que les travaux des Polonais ont été utiles pour les Anglais durant la Seconde Guerre mondiale? Oui, mais je saurais pas l'expliquer avec précision. Ok. Euh, donc la question c'était comment est-ce que les Allemands utilisaient la machine Enigma pour communiquer. Donc en fait on allait avoir deux personnes qui allaient donc vouloir communiquer. Donc ils allaient utiliser un canal qui n'était non sécurisé. Et donc en fait ce qu'ils allaient faire c'est d'abord ils allaient écrire le message qu'ils souhaitaient envoyer. Elles allaient ensuite le chiffrer avec la machine Enigma. Et donc en fait, on avait une personne qui tapait, qui disait la lettre qui correspondait. Et une fois que du coup le message était chiffré, là on avait quelqu'un qui pouvait l'envoyer du coup à l'autre personne. L'autre personne recevait le message chiffré, le notait. Et ensuite du coup, comme ils avaient les mêmes paramètres que la première équipe, ils pouvaient du coup appuyer sur les différentes lettres du message chiffré et retrouver le message initial. Oui, j'avais une question. Pour savoir, quand tu commences à déchiffrer, on a vu que tu prenais un bout de chaîne de caractères et tu essayais de comparer est-ce qu'on retrouve les mêmes lettres en haut et en bas. Et là, le bout de chaîne de caractères que tu as pris, est-ce que tu l'as pris totalement aléatoirement ou alors il y a une façon de la J'ai pas choisir? compris. C'était dans tes slides, quand tu commences à déchiffrer par exemple pour le challenge du 404, tout au début, Ici? je sais pas si c'est tout le début ça? Quand tu fais ta comparaison avec Ouais, voilà, ici. La partie en haut, comment est-ce que tu l'as choisi? Tu l'as pris aléatoirement dans le texte ou c'est le début, la fin? Non, enfin, j'ai pris l'entièreté du texte, puisque comme c'est une attaque qui est basée sur des statistiques, donc en fait, plus D'accord. tu as de texte, ton attaque va être effective. Donc là, en fait, j'ai pris l'entièreté, j'ai simplifié parce que là, il y avait plus de Oui, 3000 d'accord. caractères, donc Ouais, donc ouais, avec les trois petits points, donc ça c'est tout le texte. c'est tout le reste, en fait, mais pour avoir un diapo épuré, je l'ai omis. D'accord. Et la partie du bas, du coup, c'est. C'est le résultat du coup du déchiffrement avec ces paramètres-là. D'accord. Merci. Ok, bah, ça a l'air d'être bon. Donc, bah, je vous remercie énormément et puis je vous souhaite une excellente soirée.